Amis expatriés, bonjour. C'est une joie de vous retrouver après les vacances. C'est le moment de penser à vous et à votre carrière. Et notre carrière en expatriation, parfois elle va passer par le salariat, qui était devenir indépendant. Ce qui est une grande aventure, ce qui va impliquer beaucoup de changements et notamment une question de changement de statut. Alors, comment entreprendre, sous quel statut, comment se mettre à son compte ? C'est le thème de notre Facebook Live d'aujourd'hui pour lequel je suis ravie d'accueillir François Clément. Bonjour. Qui est directeur pour la France de Sage SA International et qui va nous présenter son entreprise, qui va nous parler du statut d'indépendant, qui va nous donner plein de conseils pour nous aider à nous mettre à notre compte. Et d'abord, je vais vous demander, François, de vous présenter. Parfait. Alors, expat, pas expat ? Expat, non. J'aurais bien voulu, mais la vie a fait que je n'ai jamais été dans le métier que je fais aujourd'hui, à travers la société Sage SA, qui est une société d'aide, d'assistance à la gestion de l'expatriation. Sage SA, ça n'a donc rien à voir avec Sage ? Non, rien à voir. Les gens confondent souvent. Sage, c'est une société de portage salarial à l'international. Donc moi, je travaille dans cette entreprise depuis janvier 2019. Avant, j'étais en portage salarial franco-français dans le groupe Freelance, puisque Sage a rejoint le groupe Freelance, qui est un groupe qui regroupe plusieurs sociétés de portage françaises et internationales, dont Sage. Et j'ai travaillé pendant 6 ans donc, en portage français. Et depuis janvier 2019, je travaille avec Sage SA, donc en développement commercial. Plutôt basé sur Paris, puisque c'est là où j'habite, pour le développement du portage pour les particuliers et les entreprises. D'accord. Donc ça, j'ai le leader de l'ingénierie salariale pour la gestion de l'expatriation. Soit en tant que consultant, soit pour les entreprises qui veulent effectivement faire gérer leurs expatriés dans différents pays. Bon, voilà. Alors, pour beaucoup d'entre nous qui avions une culture, on va dire, d'insider, oui. C'est-à-dire qui avions l'habitude d'être salariés, tout ça n'est pas encore très clair, mais justement, le but de cette émission, c'est de clarifier tout cet univers encore étranger pour beaucoup d'entre nous, qui est celui des indépendants. Alors, première question, François, justement, on dit qu'il y a de plus en plus d'indépendants. En vous entendant quand on préparait l'émission, j'avais l'impression qu'en fait, ça va devenir quelque chose presque de normal maintenant, d'être indépendant. Alors, le monde économique change, effectivement. Les entreprises embauchent de moins en moins, pour des raisons différentes, mais elles achètent des prestations de plus en plus. Il y a des chiffres marquants aujourd'hui qui sont... aujourd'hui en France, vous avez 11% des gens qui sont en entreprise sont extérieurs. C'est-à-dire parmi les gens qui travaillent dans les bureaux... Voilà, il y a 11% de gens qui sont des indépendants. Consultants, experts, freelance... Peu importe alors que c'est un phénomène qui n'existait pas il y a 20 ans. Qui n'existait pas ou très peu il y a 20 ans. La France est en recul par rapport à nos amis européens ou américains ou autres, puisque 11% en France, 16% en Europe et les États-Unis 40% et plus, et bientôt dans les 5-10 ans 50%. Un salarié sur 2 d'ici 10 ans sera indépendant aux États-Unis. Sera extérieur, interviendra dans une entreprise, pas en tant que salarié, mais en tant que consultant, expert, freelance, encore une fois, quel que soit le terme. Mais il ne sera pas un salarié, donc il effectuera une mission pour cette entreprise, plus ou moins longue, sur des sujets divers et variés, marketing, informatique, accompagnement, audit et autres. Et aura une mission de 10 jours à 2-3 ans, voire plus. Et après, aura un autre client ou aura plusieurs clients. Ce consultant peut intervenir 2 jours pour une entreprise, 3 jours pour une autre. Donc, il aura une relation commerciale avec ses différents clients, alors qu'avant, quand il était un salarié, il avait un lien de subordination avec son employeur. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus fréquent, puisque les gens décident aujourd'hui de leur posture plus qu'ils ne décidaient avant. Donc, à la fois plus de challenge, mais aussi plus de liberté. Oui. Ça va être ça, la vie de l'indépendant. Et alors là, je repars d'une étude que nous avons fait ensemble avec Sage SA, qui est le grand baromètre Expat Communication CFE sur l'impact de la mobilité internationale sur la vie et la carrière des expatriés. Donc un baromètre que je pense, vous qui suivez cette émission, avez déjà croisé. Sinon, on va vous remettre les liens pour que vous puissiez voir les résultats. Ce que ça dit notamment, c'est que
la plupart des expatriés ou des conjoints expatriés étaient salariés avant de partir. Et donc, c'est presque une réinvention de vie qu'il va falloir faire pour devenir indépendant. Et quelque part, en fait, c'est rassurant ce que vous nous dites, parce que si jamais nous, expats, on doit s'habituer à ce genre de statut, quelque part, on va être en avance quand on va revenir dans nos pays. Si je peux me permettre, l'expatriation des années 60 est complètement différente avec l'expatriation d'aujourd'hui et de demain. Je ne vais pas appeler un homme, une femme ou une épouse ou un époux, je vais dire un accompagnant ou une accompagnante qui suivait son mari ou sa femme dans les années 60 n'avait pas forcément un job en France. Donc elle vivait une expatriation qui était différente. Aujourd'hui, l'expatriation, l'accompagnant ou l'accompagnante, la femme ou le mari, souvent ont déjà un job ici. Et ce job, ces personnes souhaitent avoir une continuité. Et c'est vrai que dans les années 60, les entreprises, la mondialisation était beaucoup moins présente qu'aujourd'hui. Donc le fait d'être un expatrié aujourd'hui vous donne accès à des entreprises que vous n'aviez pas dans les années 60 et qui vous permet aujourd'hui de pouvoir soit travailler avec l'entreprise de votre époux ou de votre épouse, parce qu'il y a une demande, en tant que mission, ponctuelle ou plus ou moins longue, et surtout avoir accès à des entreprises qui n'étaient pas présentes avant, mais qui sont présentes aujourd'hui sur l'ensemble de la planète. Donc il y a une disponibilité, il y a des possibilités qui sont énormes aujourd'hui. Et ça, moi, personnellement, j'appelle ça la troisième révolution économique. Et ça, on le voit aussi bien donc, pour les expatriés de façon classique, où il y a un couple qui part, un qui a un poste et l'autre qui s'adapte, et dans le cadre de cette adaptation, qui va souvent avoir besoin d'un statut de type indépendant. Oui. Mais ça se voit aussi, une population qu'on voit de plus en plus à travers le site Expat Value, c'est celle des nomades. Oui. Alors digitaux ou pas, mais en tout cas, qui sont des gens qui ont un job et qui vont se dire, finalement, mon job peut être fait de n'importe où, donc je vais choisir un pays pour habiter, ma destination professionnelle est complètement déconnectée de ma destination de vie. Mais dans ce cas-là, il va falloir trouver des statuts parce que ni le fisc ni les assurances sociales ne sont très habitués à ce genre de parcours. Absolument. Absolument. Je pense que l'homme redevient un nomade. On nous a sédentarisés, entre guillemets, pendant des années. Nos parents ou nos grands-parents ont eu une carrière en commençant à 20 ans dans une entreprise et aller jusqu'au bout, dans la même entreprise. Aujourd'hui, les Échos ont donné quelques chiffres il y a quelques mois. La moyenne d'un poste en entreprise et dans cette entreprise, c'est entre 4 et 6 ans. Donc c'est une révolution incroyable. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'effectivement, les gens, le fait d'être un indépendant ou de devenir donc un indépendant, par rapport à la posture de chercher un travail, quand on cherche un travail à côté de là où on habite. Quand on est un indépendant, ses futurs clients, ils peuvent être en France, ils peuvent être aux États-Unis, ils peuvent être en Europe, ils peuvent être partout. Donc c'est vrai que ça offre une possibilité énorme. Donc on peut effectivement habiter sur un point A et avoir un client sur un point B ou un point C qui soit à des milliers de kilomètres ou pas. Donc effectivement, l'homme redevient un nomade. Et il y a un chiffre qui est très important aussi dans le portage, c'est qu'aujourd'hui, la moyenne des jours facturés par les indépendants qui sont en portage, français ou internationaux, on est à peu près sur 130 jours par an. 130 jours par an par rapport à une vie classique en temps plein, on est à peu près sur un 3 ou un 4/5e. Parce que les gens aussi veulent avoir une vie personnelle par rapport à l'expatriation, accompagner les enfants, vivre une expérience. Donc, c'est pas à la carte, mais c'est presque à la carte. Vous allez nous faire rêver, là. Merci. Maintenant, ce rêve de je travaille là où j'ai choisi d'habiter, oui, et pas là où j'ai trouvé un travail. Je travaille sur des horaires qui... Alors, si on prend le bon côté des choses, des horaires qui me conviennent, mais peut-être que c'est les horaires qui conviennent à mon client, je pense que rien n'est jamais parfait. En tout cas, j'ai de la flexibilité. Tout ça, ça va demander d'autres types de statuts, on va y revenir tout à l'heure, mais déjà un autre type d'approche. Oui. Faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous cherchez un job, vous vendez votre CV. Et votre CV, il marque votre expérience. Quand vous êtes un indépendant, vous ne vendez plus votre CV, même si on dit que le CV aujourd'hui
donc est mort, mais on vous le demande encore et encore. En fait, l'idée, c'est quand on est donc un indépendant, c'est de ne pas vendre son expérience, c'est de vendre son expertise. Donc, vous êtes un bénéfice client, vous êtes une solution client, vous répondez à des problématiques clients. Je vais faire un petit parallèle par rapport à notre éducation scolaire qu'on a pu avoir il y a de nombreuses années en ce qui me concerne. On nous a appris à faire une dissertation. Donc une dissertation, c'est une introduction, c'est un développement et une conclusion. Aujourd'hui, si vous commencez à dire à votre interlocuteur que vous appelez Michel, que vous avez 54 ans avec 3 enfants et que vous êtes fan de plein de choses, les gens vous perdent extrêmement vite. Aujourd'hui, il faut commencer par la conclusion. Et la conclusion, c'est le fameux pitch elevator pitch ou infomercial, si on parle en franco-français. C'est effectivement dire dans quelle expertise vous êtes, vous accompagnez les entreprises dans le domaine 2, dans le secteur 2 aussi, et que vous répondez à des problématiques clients et que la solution que vous apportez, ça va être un bénéfice client. Donc ça se dit en 30 secondes, en moins d'une minute. Et donc là, effectivement, vous avez une posture qui est vraiment différente, puisque encore une fois, les gens vous voient comme une solution et vous n'êtes pas en demande, c'est effectivement, vous êtes une solution par rapport à vos différents interlocuteurs. Et un truc qui est très important aussi, parce qu'il y a une question qui est très importante sur les consultants, ou les freelances ou les experts qui vont devenir indépendants, les gens se disent comment je vais faire pour capter un client, deux ou trois clients. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est la recommandation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes présent sur tous les réseaux et que votre pitch elevator ou votre présentation est extrêmement claire et extrêmement courte, les gens ils vont penser à vous. C'est-à-dire quand ils vont entendre qu'une entreprise a besoin d'avoir un informaticien, quelqu'un qui est dans le marketing ou autre, eh ben, ils vont dire « Ah, mais moi, je connais quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un qui faisait ça et ça et ça. » Donc ça c'est une information qui est très importante puisque les futurs consultants sont quand même très inquiets par rapport à ça. Et ça porte un chiffre qui est précis, qui est à peu près précis, c'est que 70% des futures missions des indépendants viendront de la recommandation. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir des recommandations ? La recommandation, c'est activer tout son réseau, ses anciens collègues, ses anciens employeurs, ses anciens copains, bref, tout le réseau. Et puis être présent sur son LinkedIn, être présent sur son Facebook pro, être présent sur Twitter. Donc en fait, il faut avoir une visibilité. Si vous n'avez pas de visibilité aujourd'hui, ça sera un peu plus compliqué. Donc ça, en fait, oui, on voit bien ce changement de posture. J'imagine qu'il y en a qui se régalent parce qu'ils sont bons en com, donc ça les amuse déjà. Ouais. Ceux qui ne sont pas bons, est-ce que ça fait partie des choses que vous faites, d'aider les gens à changer de posture ? Alors, effectivement, nous, notre job, c'est l'habillage administratif, c'est l'hébergement donc administratif, pour vous rappeler la définition du portage, qu'il soit international ou vos français, on va facturer les prestations du consultant à son client et on va lui restituer cette facturation par un contrat de travail pour qu'il ait un salaire. Donc le consultant en portage, il est à la fois un indépendant et à la fois il est un salarié. Ça, c'est valable pour les consultants indépendants, c'est valable pour les entreprises aussi, qui ne veulent pas poursuivre avec un CDD, qui ne veulent pas embaucher un salarié pour des raisons diverses et variées, vont basculer effectivement le salarié en consultant via une société de portage qui va fluidifier et sécuriser toute cette triangulaire entre une entreprise, un consultant et la société de portage. Donc ça, on voit comment ça marche, mais déjà, avant d'en arriver à la facturation et au système, est-ce que parce que là, on sent que vous avez l'habitude de voir des consultants toute la journée, que vous les avez vus vous en avez vu plein de générations passer progressivement de ce statut de salarié à une expertise d'indépendant pour savoir se vendre. Est-ce que vous conseillez les gens là-dessus ? Alors aujourd'hui, on accompagne. Moi, j'accompagne les gens sur des problématiques qui sont simples, mais je dirais sur des fondamentaux que les gens connaissent énormément. C'est comme, je vais faire un parallèle qui n'est peut-être pas très heureux, mais quand vous décidez de faire un régime ou de perdre un petit peu de poids, vous allez voir un nutritionniste qui vous dit le hamburger frites, c'est terminé. Vous le saviez avant.
mais on vous le dit quand même. Là, c'est pareil. Ce sont des thématiques qui sont extrêmement simples, mais qui sont faciles à mettre en place. C'est passer du CV à l'offre. Ça, déjà, c'est la première chose. C'est aussi calculer tous ces honoraires, combien vous valez sur le marché avec votre expertise. Ça, c'est dur. Mais ça, c'est très important, puisque dans cette recommandation des fameux 70% de gens qui vont parler de vous à d'autres personnes en disant bah, « Tiens, moi je connais une personne, tu devrais l'appeler parce que moi, elle m'a bien aidé sur un sujet, toi je sais que tu as besoin de ça aussi ». Donc forcément, vous allez être appelé par une personne que vous ne connaissez pas, mais cette personne, elle va demander « Oui, mais il est à combien ?» Oui. Et votre prix, en fait, est déjà chez votre futur client. Donc, si vous n'avez pas calculé vos honoraires, combien vous valez sur le marché, ça va vous pénaliser. Et moi, j'ai tendance à conseiller les indépendants ou les consultants ou les freelances. Ne vous bradez pas jamais, puisque vous avez une expertise qui a un prix. Et alors, comment on le définit, ce juste prix ? Ce prix, on le définit avec un calcul qui est extrêmement simple. Moi, je le fais assez régulièrement, c'est-à-dire que vos honoraires sont basés sur votre ancien salaire brut, puisque vous étiez embauché par une entreprise avec une expérience et ce salaire brut. Et ce salaire brut, en fait, on va le transformer. Mon brut salarial ou mon brut patronal ? Le brut, le salarial. Uh-huh. Donc, ce salaire brut, c'est une première ébauche, puisqu'il y a un autre niveau, c'est effectivement par rapport à votre job, effectivement l'influence du marché. Est-ce que c'est un métier qui est en tension? Est-ce que vous êtes un expert de l'expert? Ça, effectivement, ça peut influencer, mais le basique du basique, c'est de transformer votre salaire brut en honoraire jour. Donc, il y a un chiffre extrêmement simple, je peux vous l'expliquer. C'est vous prenez votre salaire brut donc mensuel que vous multipliez par 12 ou par 13 en fonction d'eux, que vous allez multiplier par 1,7, on va dire, puisqu'il y a les patronales, mais dans une entreprise, vous ne dépensez pas, votre employeur, il n'a pas que les charges patronales, il y a le bureau, il y a l'espace, il y a plein de choses. Donc, vous multipliez votre salaire brut annuel par 1,7, ça vous fait un chiffre global. J'ai un chiffre en tête que j'ai eu ce matin, un consultant était à 50 000 euros brut par an. Quand je multipliais par 1,7, ça faisait 85 000 euros. Ces 85 000 euros, en fait, l'idée, c'est de récupérer votre salaire d'avant, mais comme je vous ai dit préalablement, vous allez à peu près travailler 130 jours par an, par choix ou pas par choix, c'est peut-être le marché. C'est très difficile à savoir si c'est... Et quand vous divisez 85 000 par 130, vous êtes à peu près sur 650 euros jour. Donc ça veut dire que votre 50 000 euros brut par an, ça vaut à peu près 650 euros jour. C'est pas un chiffre exact, c'est une fourchette, peut-être un peu moins ou un peu plus, mais en tout cas ça vous donne effectivement une tendance, une idée précise. On se sent plus en sécurité quand on sait ça. Oui, et quand vous vendez votre prix et que vous savez pourquoi vous valez 650, parce que quelqu'un vous a dit, bah, tiens, toi tu vaux 650, mais vous ne savez pas pourquoi. Voilà, à partir du moment où vous savez pourquoi vous valez ces 650 euros jour, vous êtes beaucoup plus à l'aise en fait. Après, à vous de voir effectivement si c'est le bon chiffre. Mais donc on vous accompagne par rapport à ça. On vous accompagne aussi par rapport à la présence que vous pouvez avoir sur tous les réseaux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tweet? Oui, on tweet, mais on tweet à quelle heure? Là, il est 13h30. C'est un bon horaire, puisque si vous faites un tweet à 10h le matin, personne ne le verra, puisqu'un tweet vit 30 minutes. Si les gens sont sur leurs réseaux sociaux entre 7h et 9h, entre midi et 14h et entre 18h et 22h. Donc si vous faites une bonne information aux heures creuses, vous aurez une visibilité qui sera pas forcément top. Donc voilà, on donne quelques fondamentaux pour que les indépendants soient vraiment au maximum de visibilité et qu'ils soient extrêmement clairs par rapport à leurs prestations. Super. Voilà. Et ça, si jamais on veut bénéficier de vos conseils, vous qu'est-ce qu'on fait? On vous appelle, vous m'envoyez un mail. Si vous êtes à l'international, il y a WhatsApp, il y a plein de choses aujourd'hui pour qu'on puisse communiquer. Vous êtes connectés et on a vos coordonnées. Voilà. Venons-en donc. On voit bien ce chemin, on le pressent, ce chemin du salariat à l'indépendant. On sent qu'il y a un changement de posture à faire et que ça ne sera pas évident, mais qu'avec des conseils, peut-être aussi du réseau, on a plein d'outils là-dessus sur Expat Value. C'est un chemin qui est malaisé, mais qui ouvre de la liberté, qui permet de trouver ses potentiels. Absolument. Donc on considère que c'est vraiment une très belle aventure. Maintenant, approchons-nous de ce qui va être le cœur de notre sujet, qui est celui du statut.
Oui. Alors vous l'avez dit vous-même, il y a plein de statuts possibles. J'ai entendu les mots indépendant, freelance, consultant, expert, entrepreneur. Bon, tout ça, c'est des notions proches, mais qui, je pressens, ont des définitions quand même bien différentes. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ? Alors moi je dirais aujourd'hui déjà il n'y a pas de mauvais système. Il y a des systèmes qui sont adaptés en fonction de ce que vous voulez faire et avec qui vous voulez le faire. Si demain vous voulez ouvrir une boulangerie avec 4 boulangers et 4 vendeuses, c'est pas le portage qui sera la bonne solution. Donc on a tendance à tirer à boulet rouge sur certains systèmes, mais aujourd'hui c'est vous, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, combien de temps vous voulez le faire, est-ce que c'est un complément, est-ce que c'est une activité qui est principale, est-ce que vous avez une clientèle de particuliers, est-ce que vous avez une clientèle de business. Donc tout ça en fait fait que vous pouvez avoir accès à des possibilités. Après vous avez une question, parce qu'on a tendance aujourd'hui à associer l'indépendant, le freelance, l'expert, à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on peut être un indépendant sans être un entrepreneur. Être un entrepreneur, c'est un métier. Il y a des gens qui ont été des salariés toute leur vie et qui se disent moi, j'ai la possibilité, par mon expatriation, ma femme ou mon mari, je peux faire des différentes choses. Créer ma propre boîte, j'y connais rien, ça ne m'amuse pas spécialement, j'ai pas envie de le faire, je ne suis pas très administratif. Le portage est une solution. Il y a des gens, au contraire, qui veulent créer leur propre boîte parce qu'ils en ont rêvé. Voilà. C'est vraiment un choix personnel qui est associé aussi par rapport, je dirais, à la dynamique business que vous voulez avoir. Par rapport la différence, c'est qu'un consultant, par exemple, peut être entrepreneur ou pas. Ce que vous allez être appelé un entrepreneur, c'est qu'il a créé son entreprise et il développe son business. Voilà. Un entrepreneur, c'est celui qui crée son entreprise, qui a un cabis, qui a toutes les démarches administratives pour avoir sa propre boîte. Quelqu'un qui est en portage n'a pas sa propre boîte puisqu'il n'a rien à créer. Il se fait héberger dans une société de portage, française ou internationale, ou Mais voilà, donc après, les deux sont possibles. Voilà. Donc, si jamais il est en portage, il n'a pas besoin de créer son entreprise. Il ne crée absolument rien. Il a quand même besoin de trouver ses propres clients. Alors, il a besoin de trouver ses propres clients, oui, mais les sociétés de portage aujourd'hui et le groupe freelance, effectivement, proposent des missions, puisque de plus en plus, nous sommes référencés en accord cadre avec des entreprises, alors CAC 40 et SBF de 250, mais il n'y a pas que, il y a des belles PME aussi. Donc, les gens cherchent de plus en plus des compétences. Il y a des métiers qui sont en tension aujourd'hui. Un exemple précis, en informatique, les gens qui sont SAP ou Java, ils sont recherchés en permanence parce qu'il n'y en a presque pas ou presque plus. Donc on peut effectivement proposer à des entreprises des salariés autonomes, puisque le vrai terme en portage, ce n'est pas indépendant, le vrai terme juridique, c'est un salarié autonome. D'accord. Voilà, donc on peut proposer des missions à des indépendants. Ça reste en complément, mais c'est vrai que principalement, ce sont les indépendants qui viennent avec leurs propres missions, avec leurs propres clients. En revanche, le gros avantage, c'est que c'est vous qui vous occupez de la facturation et de toutes les questions administratives. Alors oui, parce que là, c'est vrai qu'en portage, pour quelqu'un qui ne veut pas créer sa propre boîte et qui, entre guillemets, n'est pas très administratif et ne veut pas l'être, le portage, c'est le dédouanement total de la partie administrative, juridique et sociale. C'est-à-dire qu'en portage, vous n'avez qu'à trouver votre client, à faire la mission avec votre client. Et voilà, c'est la société de portage qui va contractualiser avec votre client, c'est la société de portage qui va facturer. Et ça, c'est un élément qui est très important, puisque facturation et recouvrement, ce n'est pas quelque chose qui est forcément facile. Donc, c'est la société de portage qui facture, donc c'est la société de portage qui fait tout son recouvrement. Donc, le consultant en portage est un salarié, il a son salaire à la fin de chaque mois. Donc, je ne dis pas qu'il ne se soucie pas si son client paye ou pas, parce que forcément, les sociétés de portage regardent la santé financière des clients à facturer. Mais le consultant en portage est un salarié et il n'a qu'une seule chose à faire, c'est faire ses missions avec ses propres clients. Juste ça. Donc ça, c'est un énorme gain de temps. Oui. Si on regarde les avantages ou les inconvénients aussi du portage par rapport à d'autres systèmes, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, portage par rapport à une solution qui intéresse beaucoup de nos auditeurs, on le sait,
qui est garder un statut d'auto-entrepreneur en France, par exemple, pour les Français? Alors le statut auto-entrepreneur, il a été malmené, on en a parlé énormément, il devait disparaître, il n'a pas disparu, les chiffres d'affaires ont un peu progressé, puisque sur une partie conseil, on est passé de 35 000 à 70 000. Je dirais que c'est deux écoles, mais les deux sont complémentaires, puisque un élément important, en portage, on ne peut pas facturer les particuliers. Par exemple, quelqu'un qui est en expatriation décide d'avoir une activité de coaching, d'accompagnement sur n'importe quoi. Je suis sûre que ça concerne quelques-uns d'entre vous. Donc, est-ce que je suis coach pour des particuliers? Est-ce que je donne des cours de cuisine pour des particuliers ou des entreprises? Est-ce que j'accompagne une entreprise ou des particuliers? Le statut auto-entrepreneur, effectivement, a ce bénéfice de pouvoir facturer les particuliers, parce que déjà, il n'est pas assujetti à la TVA. Ça, c'est un point qui est très important. Mais cet expatrié peut avoir aussi une dimension avec des entreprises, donc en B2B. Et là, effectivement, ça nécessite, il vaut mieux effectivement passer par du portage, puisque le portage vous offre un référencement, vous offre une garantie, une facturation, un salaire. Donc vous pouvez très bien être en statut auto-entrepreneur et en portage en même temps pour une clientèle qui est différente. Il y a une autre question d'ailleurs, c'est celle des frais. Oui. La question, parce que beaucoup des consultants en expatriation ont beaucoup de trajets, oui. Au moins des achats d'ordinateurs, des formations, ça fait partie de notre quotidien. Alors, sur les frais, quand vous êtes en statut auto-entrepreneur, tout ce que vous dépensez dans le cadre de votre activité, pas lié à une mission forcément, puisque ça on appelle ça des frais de mission ou refacturables, c'est-à-dire vous dépensez un billet de train pour votre client qui vous dit d'aller donc à droite ou à gauche, donc là la société de portage elle va facturer les frais à votre client, ou vous, si vous êtes auto-entrepreneur, vous allez facturer en plus ces frais. Là on parle de frais de fonctionnement de votre statut en tant qu'indépendant. Donc vous dépensez des choses de consultant, donc c'est du parking, c'est du taxi, c'est des frais kilométriques, c'est du repas, c'est du tonnerre pour votre imprimante, c'est du matériel informatique. Auto-entrepreneur, tout ce que vous dépensez dans votre activité, vous ne pouvez pas vous le rembourser. Alors qu'en portage, vous avez un plafond forcément, vous avez un plafond qui est entre 15 et 30% maximum lié à la facturation. Si vous facturez 10 000 euros, admettons, vous pouvez passer entre le portage français et le portage international entre 1 500 et 3 000 euros. Alors qu'en auto-entrepreneuriat, non. Je voulais juste dire un truc sur le statut auto-entrepreneur. C'est vrai qu'il y a presque 1 million de personnes qui sont inscrites aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits comme ça parce qu'ils se sont dit bah, tiens, un jour, peut-être que j'aurai besoin d'avoir, sur une petite mission d'accompagnement, de faire une facturation. La moitié ne facture pas. C'était j'ouvre un statut au cas où. Et la moyenne des facturations aujourd'hui du statut auto-entrepreneur est de 450 euros par mois, en sachant que le plafond est jusqu'à 70 000 pour la partie… par an par an, parce que par mois, ça serait super. Par an. Donc, le statut auto-entrepreneur a été surtout pris effectivement en complément. Alors, il y a des gens qui facturent toute l'année, hein, mais c'est un statut effectivement qui a été reconnu ou moins reconnu. Effectivement, en plus, les gens qui étaient en auto-entrepreneur avant étaient au RSI, au régime social des indépendants. Donc, on en a entendu parler encore et encore, et ça ne plaisait pas forcément. Maintenant, c'est différent, puisque quand vous êtes en statut auto-entrepreneur, vous êtes rattaché au régime général, le CNAV, CPAM. Donc ça, c'est déjà un élément qui est très important, c'est une belle avancée. Mais c'est vrai que ça reste un complément. Le portage, c'est plus pour des missions effectivement plus ou moins longues. Et le statut auto-entrepreneur, on est sur du complément ou sur du ponctuel. Et en plus, et particulièrement avec des particuliers. Et alors, si jamais on se dit, bon, très bien, on continue à focuser vers le portage, oui. On va trouver le portage national oui. et le portage international. Alors là, je pense qu'on a perdu les 3/4 ou 4/5 de nos auditeurs. Alors le portage national, quand vous êtes français et que vous intervenez en France avec un client français, vous êtes effectivement le consultant en portage français. Donc on va établir la société de portage française, elle va facturer vos prestations à votre client, elle va vous faire un contrat de travail, un CDD ou un CDI si vous êtes multi-client ou monoclient. Donc
vous répondez à toutes les normes de contrat français, avec les cotisations chômage, retraite, CPAM, CNAV, Agir, Carco et autres. Donc voilà, vous avez un contrat. Après, si vous habitez en France ou si vous êtes expatrié, que vous avez une clientèle internationale ou une clientèle française, mais que vous êtes amené à vous déplacer hors des frontières françaises, vous pouvez contractualiser avec du portage international. La triangulaire est la même, c'est-à-dire qu'on facture et on établit un contrat de prestation avec votre client et un contrat de travail pour un salaire. La différence, elle est que la société Sage donc, va vous proposer un contrat international de droit suisse. Donc vous n'aurez pas de compte en Suisse ni rien du tout. Hein. C'est bien net tout ça. Hein. C'est extrêmement clair. À partir du moment où vous n'intervenez pas en Suisse et que vous n'êtes pas résident suisse, vous serez sous contrat de travail international de droit suisse. Donc là, vous pouvez vivre où vous voulez, vous pouvez travailler avec n'importe quel client dans n'importe quel endroit du monde. Alors je ne sais pas si la Corée du Nord et certains pays sont conseillés, mais là, vous avez une différence qui est très importante, c'est que vous pouvez cotiser à des caisses, ça c'est votre choix, c'est-à-dire que vous avez une possibilité de choix de cotisation, notamment sur deux caisses qui sont majeures, c'est les assurances chômage et par rapport à la retraite. Et on va pouvoir cotiser pour la retraite en France? Alors, vous cotisez en France via la CFE, la Caisse des Français donc à l'étranger, donc vous continuez votre dynamique de cotisation via une caisse qui est différente, qui est la CFE, mais qui valide tous vos points et qui valide des droits au chômage si c'est le cas. Donc ça c'est très important. Mais si effectivement vous êtes à la retraite, puisque aujourd'hui on a à peu près 15% des gens qui sont en portage qui sont à la retraite, les gens travaillent de plus en plus. Pour plein de raisons, parce que les gens ont des enfants jeunes, ils ont eu plusieurs vies, ils ont envie d'avoir une activité aussi. Quand vous êtes en portage français, vous cotisez à la retraite et au chômage, même si vous êtes à la retraite. On appelle ça la contribution nationale. Quand vous êtes à l'international, vous pouvez choisir de ne pas cotiser à la retraite et au chômage, à l'un ou l'autre, à l'un et l'autre, ou pas du tout. Donc ça va influencer votre restitué net, c'est-à-dire par rapport à une facturation. De 10 000 euros, sur un contrat français, vous aurez en moyenne 50% en net. C'est la valeur aujourd'hui du travail français et des décharges. À l'international, en fonction de vos cotisations, du choix de vos cotisations, vous serez entre 56 et 73%. Donc ça fait un gap qui est pratiquement de 25-30%. 73%, là, ça devient important. Voilà. Donc pour des gens effectivement qui ont toujours été à l'international ou qui ont validé leurs points à la retraite ou ceci, chaque cas est particulier. C'est pour ça qu'on vous accompagnera. On vous donnera effectivement le scénario, le meilleur des scénarios. Après, ça sera votre choix. Mais il y a des gens qui ne cotisent pas à la retraite et au chômage parce que voilà, ils sont à la retraite ou ils sont près de la retraite et ils estiment que voilà, ils n'ont pas besoin. Donc c'est vrai que financièrement, c'est plus intéressant. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vous pouvez contractualiser avec un portage français et un portage international. Vous avez un client franco-français 2 jours par semaine, vous êtes en portage français. Vous avez un client à l'international, vous êtes en portage international. Et même, vous pouvez faire avec votre statut auto-entrepreneur, parce que vous êtes coach pour les particuliers de je ne sais pas quoi. Vous pouvez très bien utiliser votre propre statut auto-entrepreneur pour une clientèle qui est différente de ce que vous pourriez avoir en portage. Aujourd'hui, on le dit pas assez, mais on peut cumuler plusieurs choses. Et là, on retrouve vraiment, on disait, autour de l'entrepreneuriat, il y a une liberté. Là, on voit une liberté dans avec qui je veux travailler, à quel rythme je veux travailler. Et cette liberté peut donc même aller jusqu'à quelle est la part de mon salaire que je garde pour maintenant et quelle est la part de mon salaire que je mets en prévision du chômage, de la retraite. Mais j'arbitre et ce n'est pas forcément l'État qui décide pour moi exactement de ce que va être le taux de mes cotisations. À partir du moment où vous avez une facturation avec la société de portage, vous avez un salaire. Alors vous avez un salaire minimum, il y a une règle, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail, mais aujourd'hui vous pouvez très bien travailler full-time, temps plein pendant 1 an et demander à la société de portage de vous faire un salaire.
on appelle ça lisser une rémunération, de vous faire un salaire sur 1 an et demi, sur 2 ans, en fonction du volume. Forcément, vous avez accès à plusieurs possibilités. Vous pouvez passer différents frais. Sur le portage français, vous pouvez avoir accès à des produits que vous connaissez sûrement, qui sont le PE, le plan épargne entreprise, le plan épargne, le PERCO. On peut avoir un PERCO quand on est sur le portage français, oui. Après, sur le portage international, on a différents placements aussi qui sont très intéressants. Vous êtes un salarié, donc votre entreprise, parce que c'est votre entreprise. Simplement, quand vous êtes un entrepreneur, vous êtes tout seul avec votre entreprise. Quand vous êtes en portage, vous êtes dans votre entreprise, mais vous la partagez avec des milliers d'autres, puisque le groupe freelance porte à peu près 5000 personnes par an. Et à l'international, on est à peu près sur 850 personnes par an. Donc ça veut dire que vous avez votre entreprise, mais simplement vous la partagez donc avec d'autres. Donc cette entreprise, c'est votre entrepreneur. Il vous propose des produits que vous avez sûrement connus quand vous étiez un salarié, entre guillemets, classique. Si tant est que ce soit encore la solution classique. Voilà. Merci beaucoup François, c'est beaucoup plus clair en tout cas pour moi, j'espère que ça l'est pour vous. Si vous avez des questions, parce que là je pense qu'à partir de ce stade, toutes les questions vont être plus particulières et donc ce dont on va surtout avoir besoin, c'est de vous joindre et donc on remet vos coordonnées dans le fil de la discussion pour pouvoir voir avec vous quels sont les bons tarifs par rapport à notre type d'activité, quelles sont les différentes modulations de charges possibles. Avant de se quitter, on va peut-être juste prendre une question. On nous demande comment facturer à des clients particuliers à l'étranger. Le statut d'auto-entrepreneur est-il réservé à la France? On ne pouvait pas se quitter sans évoquer ce point. Il est assez ambigu. Alors le statut auto-entrepreneur est possible à partir du moment où vous avez une adresse en France, ou si vous êtes ressortissant français avec un visa et que vous justifiez effectivement d'avoir un lien avec la France, vous pouvez ouvrir un statut entrepreneur. Donc je pense que les expatriés aujourd'hui ont gardé une adresse française. Donc, ne serait-ce que celle chez les parents. Ne serait-ce que chez les parents, voilà. Après, c'est juste un lien administratif, mais à partir du moment, je pense que 95% des expatriés, vous le savez mieux que moi, mais gardent une résidence française ou un point français. Donc là, on peut très bien ouvrir un statut auto-entrepreneur. Et en fait, c'est jamais la France qui va refuser que vous ayez un statut entrepreneur en habitant à l'étranger, parce que ça veut dire que vous allez payer vos taxes en France. Donc, en général, l'État est d'accord. C'est plus vis-à-vis de l'État, du pays dans lequel vous êtes établi. Et là, chaque cas va être différent. Il faudra vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, chaque pays est différent, donc renseignez-vous auprès de vos ambassades et autres. Des consulats, oui. Voilà, ou les consulats. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont auto-entrepreneurs. Absolument. On arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup François pour ces clarifications. Il y avait beaucoup de choses à dire encore. Mais voilà. Est-ce qu'il y a un point qui vous semblerait important à ajouter? Moi, en conclusion, je vais prendre l'exemple d'un livre qui est sorti, qui est M. Fromentin, qui est le maire de Neuilly-sur-Seine, qui a écrit un livre qui dit en 3 lignes, je vais le résumer. Avant, on travaillait là où on habitait. Après, on habitait là où on travaillait. Et demain, enfin aujourd'hui et demain, on travaille là où on veut vivre. Donc aujourd'hui, la dimension nationale n'est plus celle qu'il y avait avant. Aujourd'hui, les gens veulent vivre dans des pays différents, mais continuer à avoir une activité. Et je dirais, les évolutions digitales font qu'on peut travailler à distance, on peut communiquer à distance. Donc ça, c'est une vraie révolution. Il paraît qu'on en est qu'au début. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment avoir une vie, je pense qu'on peut avoir une belle vie. Les gens s'inquiètent énormément par rapport à un futur, mais je pense que ce futur, il est, par rapport à son activité, par rapport à son choix de vie, je pense qu'on n'a jamais connu autant d'opportunités aujourd'hui.
Voilà une conclusion qui fait plaisir à Merci. entendre, parce que l'optimisme n'est pas forcément ce qui caractérise le plus l'ambiance d'aujourd'hui. Donc merci beaucoup François Clément. Merci à vous. Je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler du portage international et de cette flexibilité que peuvent avoir nos carrières aujourd'hui. Je vous rappelle que cette émission est disponible sur Facebook, que vous pouvez encore poser vos questions pendant environ une demi-heure en direct à l'équipe et à François Clément. Par la suite, vous avez les coordonnées de Sage SA International pour aller plus loin et personnaliser les demandes. Et vous pouvez retrouver cette émission pendant 1 an sur notre site Expat Value. Si jamais vous voulez être sûr de ne pas rater d'actualité d'Expat Value et d'être tenu au courant de nos prochaines émissions, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter expatvalue.com ainsi qu'à la newsletter de Femmes Expat. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir.